Londres, le 5 avril 2020. Depuis 3 longues semaines, le coronavirus paralyse les rues de la capitale anglaise et étouffe le royaume. En 68 ans de règne, la reine d'Angleterre n'est intervenue que 4 fois à la télévision. Une parole rare et solennelle. Ce soir-là, à la tombée du jour, Élisabeth II s'adresse à son peuple. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Le lendemain matin, un parfum d'espoir plane sur Londres. 24 millions de Britanniques ont suivi le discours à la télévision. Mêmes audiences records dans tout le Commonwealth, de l'Australie au Canada. En Europe aussi, plusieurs millions de personnes ont écouté le message de la reine d'Angleterre. Mystérieux pouvoir d'une monarque unique dans l'histoire moderne. À 94 ans, Élisabeth II vient pourtant de vivre l'une des pires années de son règne. La pandémie est le point d'orgue d'une longue série noire. Elle a failli perdre son mari, le prince Philippe. Elle a subi une crise politique inédite. Elle a dû répudier son fils Andrew, suspecté d'abus sexuels. Elle a vu son petit-fils Harry et son épouse Meghan choisir l'exil en Amérique. Rupture, scandale, Brexit et solitude. Mais Sa Majesté a fait face, inaltérable, inoxydable, indéfectible. Voici l'histoire des derniers combats d'Élisabeth II. The Duke of Edinburgh has been involved in a car accident near the Sandringham estate in Norfolk. Prince Philip, who is 97, is not injured. Our royal correspondent Nick Witchell is with me now. Tell us what we know, Nick. This happened at about 3:30 this afternoon on the A149, close to the Sandringham estate. The Duke, who was driving himself, was pulling out of a driveway when there was a traffic accident involving another vehicle. The Range Rover that the Duke was driving turned over. According to an eyewitness, the Duke was conscious, but he was very, very shocked and shaken. Quand on l'a informé de l'accident, Élisabeth II a cru un instant qu'elle avait perdu l'homme de sa vie, ce compagnon inébranlable qui est son seul refuge depuis plus de 70 ans. Cauchemar récurrent. Cela fait longtemps que la reine essaye de persuader son époux de renoncer à conduire. Cet accident va-t-il enfin le convaincre? Pas du tout. 2 jours plus tard, un photographe du Mail on Sunday, un tabloïd britannique, surprend le prince Philippe au volant d'une nouvelle Land Rover et, qui plus est, sans sa ceinture attachée. Récidive. Non seulement il a recommencé à conduire 2 jours après l'accident, mais en plus sans mettre sa ceinture. Voici un homme qui a provoqué un accident très grave avec une voiture transportant un bébé à l'arrière. Et on a l'impression qu'il s'en foutait complètement. Et franchement, connaissant le prince Philippe, je pense qu'il s'en foutait totalement. Cette fois, le mari de la reine est néanmoins contraint de remettre son permis aux policiers. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Dès le lendemain, Philippe, comme la loi l'y autorise,
prend à nouveau un véhicule pour continuer à conduire dans le parc de son château. Pendant que son compagnon continue de défier le compte à rebours de l'existence, Élisabeth II, elle, retourne faire son travail de reine, comme si rien ne s'était passé. Visite à la base aérienne de Marham, dans le Norfolk. Salutations aux gradés, sourire chaleureux aux femmes officiers. Mission accomplie, comme d'habitude. Alors à quoi pense Élisabeth II tandis qu'elle quitte la base aérienne? Mystère royal. Personne ne sait ce qui se passe vraiment dans la tête de la reine. Et pourtant elle l'écrit, chaque soir, depuis près de 70 ans, dans ses carnets intimes qui font fantasmer tous les historiens du royaume. Par contre, on peut l'imaginer. Ce soir-là, malgré le récent accident de son mari, la reine a sans doute noté quelques phrases simples et factuelles. Juste les mots d'une cheville ouvrière de la royauté, consciencieuse et appliquée. Sans tortures intérieures, sans état d'âme. La reine a des sentiments, mais la reine vit depuis sa naissance cette étrange existence dénuée de toute vie privée. Elle a été élevée avec le sens du devoir, sans connaître le luxe d'avoir des sentiments personnels. Elle a passé toute sa vie à censurer ses émotions, à les cacher, à elle-même autant qu'aux autres. Le deuxième chapitre de la série noire débute quelques jours après l'accident du prince Philippe. Toujours à l'affût de feuilletons juteux, la presse populaire britannique a flairé un croustillant filon. Le duel des princesses. Selon les tabloïds, une furieuse empoignade se déroulerait en effet derrière les murs du palais de Kensington, où cohabitent les épouses du prince William et du prince Harry, les petits-fils de la reine. Meghan bousculerait le personnel, Kate ne supporterait pas que sa belle-sœur incendie ainsi ses fidèles serviteurs. Kate la discrète, Meghan l'hystérique, cherchait l'intruse. Il y a eu plusieurs articles sur le comportement difficile de Meghan. On écrivait que Meghan ne voulait pas suivre les règles royales, que son surnom au palais c'était « Moi d'abord ». L'opinion publique commençait à basculer. Meghan devenait cette divorcée américaine, actrice, venue voler un prince d'Angleterre. Meghan Markle vient d'un autre monde. Elle est en effet américaine, actrice, divorcée, et elle est aussi métisse et féministe. I'm a California girl, born and raised, so the flip-flop culture is part of just who I am. I love my cut-offs and flip-flops and being as relaxed as can be. Ignorant les préjugés, Élisabeth II est convaincue que d'Hollywood à Buckingham, la métamorphose est possible. L'arrivée de cette femme libre et moderne va donner un signifiant coup de jeune à la monarchie britannique. Pour s'assurer du succès de son entreprise, la reine, au lendemain du mariage de son petit-fils, a emmené Meghan avec elle dans le comté de Cheshire, au nord de Liverpool, faire ses premiers pas de membre de la famille royale. Entre l'actrice américaine et la monarque britannique,
le courant a semblé passer. Malgré son âge et l'héritage qu'elle représente, la reine est une modernisatrice. Elle sait comment rester pertinente. Et elle savait qu'en accueillant cette femme glamour et venue de la diversité, cela rendrait la monarchie plus légitime pour un plus grand nombre de gens, ce qui est bon pour la monarchie. Même si la presse populaire a choisi de s'en prendre à Meghan, Élisabeth II ne s'est pas trompée. La jeunesse britannique applaudit cette princesse moderne qui bouscule les traditions rétrogrades. Comme si l'histoire se répétait. Un quart de siècle après la mort de Diana, le vieux royaume d'Angleterre voit à nouveau apparaître une princesse différente, indépendante, rebelle. À son époque, Diana avait subi sans broncher les diktats du protocole pendant plusieurs années avant d'affirmer sa différence. Meghan va aller beaucoup plus vite. Enceinte, l'épouse du prince Harry va rejeter la tradition qui veut que chaque grossesse royale devienne une affaire publique. Arrivée à son terme, Meghan délaisse ainsi la clinique fétiche de la couronne pour aller accoucher en catimini dans un hôpital méconnu du centre de Londres. Et après la naissance d'Archie, la princesse métisse ignore le sacro-saint rituel selon lequel tout nouveau petit prince doit être présenté au royal sujet via les médias dès sa sortie de la maternité. Si Harry et Meghan refusent de présenter leur fils Archie au public, c'est sans doute aussi à cause de ce tweet posté par Denny Baker, un animateur radio de la BBC, quelques heures après la naissance. Le point d'orgue d'un racisme latent à l'égard du couple, dans les médias et sur la toile. Je sais que Meghan et Harry ont perçu beaucoup de racisme dans les commentaires de la presse anglaise. Quand on voit des titres comme « Sortie du ghetto » ou des articles sur son ADN exotique, oui, sortie du ghetto, c'était faux dans les faits. Et parler de son ADN exotique était excluant. Donc, oui, peut-être qu'il y a eu des sous-entendus racistes dans la presse. Dans le passé, la tradition était d'ignorer ce genre de choses, mais ils ont refusé d'accepter cela. Ils ont fait bloquer des sites sur le net, ils ont passé du temps à chercher les trolls pour les empêcher de répandre leur haine. 15 jours après la naissance, sur l'insistance de sa grand-mère Élisabeth II, Harry présente néanmoins son fils nouveau-né aux voraces objectifs de la presse royale. Mais si certains réactionnaires du royaume étaient impatients de savoir si Archie ressemblait plutôt à sa mère ou à son père, en clair s'il était plutôt noir ou plutôt blanc, ils en sont pour leurs frais. Who does he take after? Does he look like anyone? We're still trying to figure that out. Everyone says that babies change so much over 2 weeks. We're basically sort of monitoring how the changing process happens over this next month, really. But his looks are changing every single day. Yeah. So who knows? Can we have a little peek at him? We just can't quite see his face. Wow. Le service est minimum, la rupture semble consommée.